L'Union internationale pour la conservation de la nature vient d'annoncer l'extinction de l'espadon de Chine. On le surnommait le panda du Yangtze parce qu'il devenait rare. Le plus grand poisson d'eau douce au monde, long de 7 mètres et vieux de 75 millions d'années, a complètement disparu, victime de la surpêche. Comme lui, 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction à cause de l'activité humaine. En 50 ans, les populations de vertébrés ont diminué de 70%. Les gorilles des plaines sont en sursis, comme les dugons, les tortues luttes, les requins ou les coraux. La COP 15 sur la biodiversité s'est donc ouverte mardi à Montréal sur un état des lieux alarmant. La nature est menacée. En fait, elle est même attaquée. À l'échelle de la planète, nous n'en faisons pas assez. Les 190 pays réunis jusqu'au 19 décembre ont pour mission de concrétiser un accord sur la sauvegarde des écosystèmes en augmentant le nombre de zones protégées et surveillées. Mais les négociations sur le financement s'annoncent compliquées. Il est absolument essentiel que tous les négociateurs et tous leurs représentants réalisent que nous sommes devant l'ultime ligne droite et il est temps pour chacun de faire un pas en avant. Alors, les pays du Nord, qui s'érigent en défenseurs de la biodiversité, s'accorderont-ils avec les pays en développement qui veulent aussi avoir accès à leurs ressources naturelles? La COP 15 doit-elle créer un fonds spécial comme celui décidé à la COP 27 pour le climat? Faut-il défendre la biodiversité à tout prix? 3 invités passionnants pour en parler. Bruno David, bonsoir. Vous êtes président du Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes également biologiste marin, naturaliste et paléontologue. Vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif La Terre, le vivant, les humains, paru à la découverte. Et selon vous, nous avons trop longtemps, nous, les terrestres, les terriens, trop longtemps fait primer l'économie sur tout le reste. L'environnement doit devenir ou redevenir prépondérant, car nous sommes au tout début de la 6e extinction des espèces. À côté de vous, Célia Quirey, bonsoir. Bonsoir. Madame, vous êtes journaliste à France Inter, spécialiste des questions environnementales et de biodiversité, et vous vous rendrez au Canada pour la COP 15. Vous y serez à partir de lundi. Selon vous, si l'on ne protège pas la nature maintenant, les conséquences économiques et sanitaires seront importantes. Ça nous coûtera des milliards, en gros. Cette COP est donc encore plus importante que les dernières consacrées au climat. Et enfin, Fergan Aziari, bonsoir. Vous êtes essayiste. Vous avez publié un essai, Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux presses de la Cité. Vous estimez qu'il ne faut pas protéger toute la biodiversité à n'importe quel prix parce qu'elle recèle des nuisances comme des bienfaits et qu'il faut donc faire des choix en fonction de ce qui nous est à nous utile. Et on démarre avec le chiffre du jour. 30%, parce que 30% de protection, de sanctuarisation d'espaces terrestres et maritimes d'ici 2030, eh bien, c'est le principal objectif de cette COP 15. Dans le jargon des participants à ce rendez-vous mondial, on parle du 30 x 30 d'ailleurs. C'est beaucoup plus que lors des COP biodiversité précédentes. C'était 17% un maximum lors du dernier accord qui remonte à 2010. Mais Bruno David, quand on voit tous ces chiffres, on se dit, est-ce qu'ils ne sont pas décidés un peu arbitrairement? Pourquoi 30% d'espaces protégés? Écoutez, je ne sais pas qui décide de ces chiffres. Simplement, je constate qu'on avait fixé pas mal d'objectifs à Aichi. On avait fixé une vingtaine. On en a atteint aucun. Donc on a 0 sur 20, en gros, comme notre moyenne. Des objectifs qui avaient été fixés à Aichi en 2010. En 2010. Oui. On a 0 sur 20. On a 0 sur 20. Très mauvaise note. Aucun objectif. Donc c'est bien de se fixer des objectifs. Bon, c'est très bien, ça pose des jalons. Ça peut nous donner mauvaise conscience après si on ne les atteint pas. Mais 30%, pourquoi pas? Ça dépend où est-ce qu'on les protège, parce que ça peut être des protections dans des endroits où il y a déjà presque personne. Quand on protège l'océan austral autour de l'Antarctique, c'est une zone assez peu fréquentée, donc c'est relativement facile de la préserver, même si je pense qu'il faut avoir des espaces préservés, mais il ne faut pas que ça devienne un alibi pour faire n'importe quoi ailleurs. Et je pense qu'on a des marges de progression plus importantes là où on exerce des pressions anthropiques fortes, plutôt que là où il y a peu de pression anthropique. Où il y a peu d'humains. Donc pour moi, ce n'est pas un objectif en soi. C'est important aussi de se préoccuper des 70% qui restent et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire.
Alors c'est bien de protéger des zones, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est quoi un espace protégé? Très concrètement, est-ce que ça veut dire par exemple une plage en France pourrait être un espace protégé, qu'on dise à un moment donné, vous ne pouvez plus y aller? C'est un sujet assez compliqué. En fait, il y a plein de règles différentes selon les espaces. Il y a des espaces très protégés, sous protection forte, où effectivement des usages sont limités. Et puis, il y a des aires protégées parmi ces 30% qui ne le sont pas vraiment en réalité, où la navigation est autorisée, où on peut aller pêcher, même s'il peut y avoir des restrictions sur certains poissons. Mais en France, on a presque 30% d'aires protégées, notamment des aires marines, vous me corrigerez si je me trompe, et pour certains scientifiques, elles ne le sont pas assez. Et c'est pour ça qu'il y a des poissons qui diminuent, et finalement, les usages ne sont pas tant contraints. Donc on peut faire dire beaucoup de choses à ces aires protégées, ça dépend des critères de protection. Il en sera question à Montréal, mais aujourd'hui, ça fait peur à la Chine, par exemple, de protéger 30% de son littoral. En réalité, si le ministre de l'Environnement et de l'Écologie est pourtant le président de cette COP15. Exactement. Et pourtant, quand on regarde comment nous, en France, on a ces 30% d'aires protégées, finalement, ce n'est pas si contraignant. Claire Ganassi-Harry, est-ce que protéger, c'est empêcher aussi l'homme, par exemple, d'exercer aussi sa vie au quotidien, j'allais dire, pour vous, ou vous voyez quand même que ça peut être nécessaire? Disons qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut protéger la biodiversité qui nous est utile. Maintenant, le grand problème des débats relatifs à la biodiversité, c'est que ce débat se fonde sur un terme qui est trop vague et trop imprécis. C'est-à-dire que la biodiversité est devenue ce que le biologiste Alain Pavé appelle une auberge espagnole, c'est-à-dire un mot un peu fourre-tout qui désigne un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue strictement théorique, le mot biodiversité englobe aussi bien les virus que les animaux sauvages, englobe aussi bien les bactéries que les plantes, englobe aussi bien les cellules cancéreuses que les insectes. Et vous voyez bien que celui qui dit qu'il veut protéger la biodiversité n'a encore rien dit de concret, il n'a rien dit des espèces qu'il fallait protéger, il n'a rien dit des écosystèmes qu'il fallait protéger, et puis surtout, il n'a rien dit des concessions acceptables en vue de protéger telle espèce ou tel écosystème, en sachant que l'homme doit faire des choix, doit aménager son environnement pour vivre. Homo sapiens a besoin de faire ça, fût-ce parfois au détriment de telle ou telle espèce. Et je voudrais prendre une analogie avec la médecine, par exemple. Qu'est-ce que l'art de la médecine, sinon l'art de distinguer la bonne biodiversité, celle qui nous maintient en vie, de celle qui nous tue? Les bactéries, par exemple, nous vivons en symbiose avec certaines de ces bactéries qui nous permettent de bien digérer, mais vous voyez bien que ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter les antibiotiques. Et donc on met tous les jours en œuvre une sélection dans notre corps, et cette sélection, je crois qu'on est fondé à la mettre en œuvre dans notre environnement. Une réaction de Bruno David sur la bonne et la mauvaise biodiversité, cette notion d'auberge espagnole dénoncée par notre... Alors, je serais simplement un tout petit peu plus nuancé, c'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même des pathogènes qu'on n'a pas trop envie de voir, de fréquenter de trop près. Et il n'est pas question de dire on va protéger des pathogènes pour le plaisir de protéger des pathogènes, évidemment. Comme je le dis parfois à des gens qui ont des postures un petit peu extrêmes. Bon, la biodiversité, c'est bien, mais si j'ai un moustique tigre qui se pose sur mon bras l'été... Ou un frelon asiatique sur ma ruche... Je vais peut-être être un peu moins enclin à protéger la biodiversité ce jour-là. Ceci dit, là où je me démarquerai de vous, c'est qu'on ne peut pas faire un choix a priori. On ne sait pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a des choses, on sait d'emblée que les pathogènes, ce n'est pas terrible, mais il y a des choses aussi, on ne sait pas simplement. Et rien ne serait pire que de se mettre dans une posture où on aurait l'arrogance de vouloir gérer la planète et de gérer le vivant. Parce que le vivant ne se gère pas. Est-ce que ce n'est pas l'histoire de l'humanité depuis le début de son histoire que de sélectionner cette qui est jalonnée d'erreurs. Mais aussi de quelques success stories, il faut le dire. Il y a eu quelques succès, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. On peut dire, on va faire la liste de ce qui est utile et de ce qui serait ou négatif ou pas utile ou neutre. Il y a des zones dans le nord de la Norvège qui sont des zones humides où il n'y a presque rien. Bon, on peut se dire que ce n'est pas très intéressant. Il se trouve qu'il y a un scientifique dans les années 70 qui a ramassé un peu de sol ici, qui l'a ramené dans son laboratoire en Suisse et qui a regardé plusieurs années après ce qu'il y avait dedans. Et ça a permis de découvrir un tout petit champignon, alors franchement qu'on n'aurait pas mis sur la liste des choses à protéger. Ça n'a aucun intérêt, ce champignon, sauf qu'il est à la base de la cyclosporine, qui est le médicament qui permet d'avoir des greffes. Et on n'aurait pas mis ce champignon dans la liste. Donc on ne peut pas a priori faire une liste. On peut voir qu'il y a des pathogènes. Je ne suis pas pour la protection du moustique tigre en France, ni pour la protection du bacille de la peste. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais... faisons attention de ne pas se mettre dans une position très arrogante où on s'emparerait du vivant et qu'on voudrait le gérer.
Et rapidement, c'est un enjeu, justement, de bien protéger la biodiversité pour empêcher les espèces exotiques envahissantes ou pour empêcher les pathogènes d'arriver. Est-ce qu'on appelle les zoonoses, par exemple? Exactement, les zoonoses, quand on a une nature en mauvaise santé, par exemple, quand on a des terres qui ne vont pas bien, il va se développer des virus, après ils se transmettront aux hommes et avec des conséquences sanitaires. Donc c'est vraiment un enjeu de bonne gestion de la biodiversité. Faites-nous entendre le secrétaire général. Antonio Guterres, bien sûr, qui multiplie les propos alarmistes, on l'a entendu ces derniers temps, et il ne mâche pas ses mots à nouveau à l'occasion de cette COP15, on l'écoute. Les multinationales remplissent leurs comptes bancaires tout en vidant notre monde de ses cadeaux naturels. Les écosystèmes sont devenus les jouets du profit. Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Nous traitons la nature comme des toilettes et en fin de compte, nous nous suicidons par procuration. On a presque l'impression d'entendre Greta Thunberg. Fergan Aziari, en même temps, c'est vrai, est-ce qu'il y a quand même une corrélation entre le développement économique important et une biodiversité altérée? Oui, c'est vrai que... Dans cette phrase, les écosystèmes sont devenus des jouets du profit. C'est vrai que le développement économique et l'anthropisation croissante de la nature tend à affecter certaines espèces et certains écosystèmes, ça c'est indéniable. Maintenant, en effet, je ne pense pas qu'il y ait une opposition irréductible entre développement économique et altération de la biodiversité. On a quelques success stories en France, par exemple, historiquement. Si, par exemple, en France, on regagne de la forêt depuis quelques siècles maintenant, c'est parce que depuis des décennies, on fait des progrès avec l'efficience en agriculture, on a des meilleurs rendements à l'hectare et donc on permet de nourrir plus de gens sur des portions de territoires plus petites et donc on rend des territoires à la forêt. Mais grâce aux pesticides, en l'occurrence, par exemple. C'est bien le dilemme. Qui mettent en péril la biodiversité. C'est bien le dilemme, c'est-à-dire qu'il y a un choix, c'est-à-dire que vous avez raison, les pesticides, c'est d'ailleurs leur rôle, c'est leur fonction. Eux tuent certains organismes biologiques parce que depuis le néolithique, on est quand même... Notamment les pollinisateurs. Notamment, tout à fait. Et en même temps, l'accroissement des rendements qu'a permis la révolution verte a aussi réduit de 66% ces dernières décennies la surface de terre nécessaire à une même production de nourriture. Donc vous voyez que c'est une balance bénéfice-risque qu'il faut sans cesse prendre en compte quand on parle de ces sujets-là. Céline Quiniret et après Bruno David. 2/3 des terres dépendent des pollinisateurs. Donc les agriculteurs qui ont utilisé des pesticides, soi-disant pour augmenter les rendements, aujourd'hui sont les principales victimes de leurs propres actions finalement. C'est bien là la responsabilité des États de dire aux agriculteurs, attention, c'est dans votre intérêt aussi d'avoir d'autres méthodes, d'agroécologie, etc. et de moins utiliser de pesticides. Non mais on pourrait juste revenir d'un mot sur la 6e extinction qu'on est en train de vivre. La 5e ayant été celle des dinosaures qui s'est déroulée sur des milliers d'années. Or, celle que l'on est en train de vivre, un homme la vivra au cours de sa vie. C'est ça la différence. Oui, pratiquement. Alors il faut poser les choses de manière la plus rationnelle possible. Ouais. Est-ce qu'on est sur la trajectoire d'une 6e extinction ou pas? Il faut se poser la question. La seule référence qu'on ait, c'est celles qui ont précédé dans l'histoire géologique de la Terre. Donc si on regarde ce qui s'est produit dans l'histoire géologique de la Terre, il y a eu une cinquantaine de crises depuis 500 millions d'années, dont 5 majeures. Si on regarde les mécanismes qui étaient en œuvre pendant ces crises, on se rend compte qu'on est sur les mêmes mécanismes, avec une crise qui est multifactorielle et avec une crise qui fonctionne par déclin d'abondance et pas par hécatombe, en quelque sorte. Donc on peut se dire on est sur la trajectoire d'une 6e extinction, mais où est-on sur cette trajectoire? Et le livre que j'ai écrit chez Grasset il y a un peu plus d'1 an, c'est à l'aube de la 6e extinction, parce qu'on est au tout début de cette trajectoire. Ce qui peut nous rendre optimistes, parce que ça veut dire que la situation, elle n'est pas si catastrophique que ça, pour le moment. Mais on se déplace sur cette trajectoire 100 à 1000 fois plus vite que lors des grandes crises du passé. 100 à 1000 fois. Donc on va très vite sur cette trajectoire. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au début. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu de temps pour agir, mais que néanmoins, il faut agir, parce que sinon, on va aller dans un mur. Et il faut savoir que nos sociétés, nos dimensions économiques, nos dimensions sociales sont très liées à l'environnement, de plus en plus liées à l'environnement. Et que ce qu'on va faire sur l'environnement va impacter le fonctionnement de nos sociétés en première instance. Donc il faut éviter ça. Alors, on va évoquer une action à l'échelle de l'Europe, de l'Union européenne, à propos de la déforestation. Oui, une première mondiale, c'était cette semaine, dans la nuit de lundi à mardi, quand l'Europe a adopté une loi qui vise à fermer ses portes à la déforestation importée. En la matière, on est 2e, juste après la Chine. Concrètement, les entreprises, les petites et les grandes, vont devoir prouver que leurs produits, ceux qui sont vendus dans l'Union européenne, ne sont pas issus de terres récemment déboisées, depuis 2020 précisément. La liste finale des produits et des matières premières, elle est assez longue. Ça va concerner la viande bovine, le cacao, l'huile de palme, le soja ou encore le caoutchouc. Il faudra montrer patte blanche avec des données GPS et des photos satellitaires. Toute la chaîne d'approvisionnement va être tracée et vérifiée.
C'est le café que nous buvons le matin, le chocolat que nous mangeons, le charbon que nous utilisons dans nos barbecues, le papier de nos livres, c'est radical. Ce sont les mots de Pascal Canfin cette semaine, le président de la commission environnement au Parlement européen. Radical peut-être, en tout cas certaines ONG s'inquiètent des lacunes de ce texte, elles sont nombreuses. Il se concentre par exemple uniquement sur les seules forêts. Il fait l'impasse sur d'autres espaces boisés comme les savanes, la savane du Cerrado brésilien par exemple. Un quart du soja consommé en Europe vient de là précisément. Pas satisfaisant non plus ce texte puisqu'il ne va pas s'appliquer aux banques et aux institutions européennes qui sont d'une certaine manière complices de la déforestation avec les financements. Célia Quéré, quand même cette loi-là, elle est de nature à sauver l'Amazonie, pour dire les choses simplement. Alors c'est déjà un grand pas en avant parce qu'effectivement la déforestation importée, c'est notre responsabilité à nous d'Européens d'acheter ces produits qui effectivement sont issus de la déforestation. Après, tout dépend de ce que va faire aussi le Brésil pour sa propre consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a des supermarchés français qui ne vendent plus de viande issue de la déforestation en France, mais qui continuent d'en vendre au Brésil. Et les ONG sont les premières à le dénoncer. Donc, à l'échelle de l'Union européenne, c'est un pas en avant. À l'échelle mondiale, pas vraiment. Et quand on sait qu'il y a déforestation en Indonésie, en Malaisie, aussi en Amérique du Sud, il faudra encore, en Afrique évidemment, dans le bassin du Congo, il faudra encore d'autres efforts pour vraiment sauver la forêt à l'échelle mondiale. Ce qu'on sait peu faire, Canadiari, c'est que plus de la moitié du PIB mondial repose sur la bonne santé des écosystèmes. Donc c'est dans notre intérêt, tout de même économique, plus de la moitié, et c'est notre intérêt de les protéger. Et Antonio Guterres, qu'on vient d'écouter, dit que ça coûtera 3 000 milliards de dollars par an à partir de 2030. Donc c'est un investissement qu'on doit faire pour justement qu'on s'épargne, nous, une crise économique, tout simplement, supplémentaire. Je pense qu'il y a un consensus pour dire que tout ce qui nous est utile doit être protégé. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Simplement, effectivement, il faut définir en amont ce que nous voulons protéger. Et c'est là un petit peu la contradiction du discours qui prétend que l'homme ne doit pas s'ériger en gardien de la nature, parce que de fait, l'homme est le gardien de la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme qui puisse se représenter une nature idéale. Vous savez, ces débats-là, Gaïa s'en fiche, la biodiversité se fiche de nos débats. Il n'y a que l'homme qui soit capable de définir ce qui lui est utile ou non, même si c'est difficile, même si en effet il y a beaucoup d'incertitudes, même s'il y a une balance bénéfice-risque. Mais vous savez, historiquement, je prends un exemple très simple. Vous savez, jusqu'au 19e siècle, en France, le paludisme était une maladie endémique. Cette maladie a disparu parce que nous avons interféré de manière très agressive sur les zones humides, nous avons desséché les zones humides, ce qui a nui aux moustiques, ce qui a nui à beaucoup d'espèces qui dépendaient du moustique, mais sur le temps long, on a peut-être sauvé des millions de vies humaines. Donc il y a aussi des arbitrages qui font que l'anthropocentrisme en la matière est indépassable. Réaction, Bruno David. Pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre? Non, pas complètement. En tout cas, pas complètement. Oui. Parce que là encore, on s'érige en gestionnaire de la biodiversité. Parce que ce n'est pas inévitable. Oui, je pense que c'est évitable. Il faut que... Ça ne veut pas dire qu'on est complètement impuissant, il faut laisser les choses se dérouler comme si de rien n'était. L'espèce Homo sapiens est une espèce parmi d'autres espèces, et Homo sapiens a parfaitement le droit d'exister sur cette planète et d'aménager une partie de cette planète pour pouvoir y vivre convenablement, en bonne harmonie, si on veut idéaliser les choses, même sans trop les idéaliser, avec les autres espèces. Mais je pense qu'il y a vraiment ce risque de faire des choses très bizarres. Et surtout que le vivant ne se met pas en équation, encore une fois. On ne peut pas prédire comment va évoluer le vivant. On a fait des tas d'expériences. Je veux dire, si on reprend des insecticides pour se débarrasser des insectes, on s'est débarrassé des punaises de lit. À la sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a le DDT. Pour le meilleur. On se débarrasse des punaises de lit. Et puis là, on en entend reparler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, c'est tout bête, une punaise de lit. On pourrait dire, mais la nature est parfois aussi plus résiliente qu'on... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais nous, on est tellement forts. Enfin, franchement, une punaise de lit, c'est minable. On écrabouille ça en rien de temps. Non, on a exercé une pression de sélection darwinienne sur les punaises de lit. Et on a sélectionné des populations de punaises résistantes. Et on est en train de sélectionner la 3e génération. Donc, il faut garder un peu de modestie. Le vivant, il évolue. Ça fait 3800 millions d'années qu'il évolue. J'allais dire, il est payé pour ça, presque. Fait rire l'économie. Il nous échappe. On ne peut pas tout contrôler. Ça n'est pas possible. Sauf que c'est vraiment une question d'équilibre, en fait. C'est-à-dire c'est une question d'équilibre. On a besoin de la nature pour se nourrir, pour respirer, pour boire de l'eau, etc. 8 milliards d'humains à nourrir. La question, c'est jusqu'à combien de ressources on peut puiser pour notre équilibre sans abîmer la nature, ce qui en retour nous abîmera nous aussi. C'est intéressant ce sujet, c'est vraiment ça dont il va être question à Montréal. Et on peut parler aussi, par exemple, on a toujours envie de dominer la nature et d'aller puiser, par exemple, les fonds marins. Les fonds marins, il y a peut-être des limites.
à ne pas franchir pour nous sauver nous-mêmes, finalement. C'est ça. On reste dans une démarche utilitariste. Attendez, d'abord Ferghane Aziari et après vous, Bruno David. Est-ce qu'il faut considérer la nature seulement en fonction des services rendus? Est-ce qu'il faut en arriver à ça? Et après, vous réagirez. Disons que quand on parle d'utilité, c'est pas seulement l'utilité économique. La nature peut avoir une utilité récréative, morale, esthétique, spirituelle. Quelqu'un qui se balade en forêt, il y a des dimensions affectives qui ne se réduisent pas seulement aux considérations économiques. Mais là où je veux insister, c'est que, quoi qu'il arrive, l'anthropocentrisme est quelque chose d'indépassable. C'est-à-dire que c'est déjà une critique que Luc Ferry faisait déjà dans les années 90 aux partisans de l'écologie profonde. Toute éthique normative est en quelque façon anthropocentrée. Et donc ça, on peut pas... Revenons à l'économie, revenons aux moyens à mettre en œuvre ce paradigme-là. Mais revenons quand même à la COP15 et au concret. Pour revenir là-dessus, c'est vrai que ça va coûter cher aussi, vous l'avez dit. On a l'impression que protéger, c'est choisir. Est-ce qu'il ne faut pas choisir les combats aujourd'hui, Bruno David? C'est peut-être caricatural, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir entre sauver le ver de terre, le lombric ou les éléphants? Alors, avant de revenir sur cette question, avant d'aller sur cette question, je voudrais revenir sur un point important. Il faut qu'on sorte du dualisme homme-nature. Nous faisons partie de la nature. Il faut arrêter de se positionner à côté du reste du vivant. Nous sommes complètement en relation avec tout le reste du vivant. Il faut qu'on ait un raisonnement qui soit un raisonnement qui nous inclut dans le reste du vivant. C'est un peu nouveau peut-être, mais c'est absolument nécessaire, sans quoi, là aussi, on va aller dans le mur. Nous sommes une espèce fragile parce que nous sommes aussi une espèce complexe. Alors, sur le lombric et l'éléphant. Pour revenir sur le lombric et l'éléphant. Et après, si je veux être très provocateur, je vais dire, je ne vais pas prendre l'éléphant, je vais prendre l'ours blanc. Si l'ours blanc disparaît de la surface de la Terre, ce n'est pas si grave que ça, en termes d'équilibre du fonctionnement de la planète. Mais sur un plan éthique, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez un jeune fils, je trouverais dommage de priver votre fils de la présence des ours blancs sur Terre. C'est un choix humain, ceci dit. C'est un choix humain. C'est un choix humain. Mais l'ours blanc, c'est parce qu'on le trouve mignon. Alors, le petit insecte qui vit dans le sol, on ne va pas le trouver mignon. Et le lombric, on ne le voit pas, il est invisible. On ne va pas le trouver mignon non plus. Ni la Covid-19. Mais fonctionnellement, si on a besoin de plus petit que soi, pour reprendre une formule très célèbre, on a besoin de tout ce qui est microscopique. Dans 1 gramme de sol, il y a la population de la France en champignons et en bactéries, mais même un peu plus. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter. Cette diversité microscopique, c'est celle sur laquelle le vivant est assis. Il faut arrêter de regarder le vivant à notre échelle. Pourquoi, à ce moment-là, si c'est si important, que plus de 80% des eaux usées mondiales sont rejetées dans l'environnement sans être traitées? Pourquoi on ne fait pas une COP globale avec celle qu'on a connue et la biodiversité en même temps? Parce que franchement, même nous, on a découvert, et beaucoup de gens vont découvrir ce soir, qu'il y a une autre COP. C'est une grande question. Certains voudraient une COP commune, mais les scientifiques qui sont spécialistes de ces sujets et même certains négociateurs estiment que les questions se perdraient, ça se diluerait si on faisait une seule COP. Tout est lié pourtant au réchauffement. Là, il y a une COP sur la biodiversité, on en parle parce que c'est le sujet. Peut-être que si elle était dans la COP climat, on ne parlerait que de climat. Simplement, pour revenir sur les services rendus par la nature, ce qui est vraiment intéressant, et ça explique aussi pourquoi ça coûte aussi cher quand on abîme la nature, en fait, on a besoin juste d'une nature en bonne santé. C'est assez simple, finalement, le sujet. C'est-à-dire que si on a une nature en bonne santé, on aura un homme en bonne santé. Et les services rendus par la nature, c'est aussi justement les effets du changement climatique. On a besoin de dunes pour lutter contre la montée de l'eau, on a besoin de mangroves aussi pour lutter contre l'érosion. C'est ça dont il est question en ce moment. Ferghane Aziari, est-ce que pour vous, vous nous dites qu'il faut faire attention à ne pas sanctuariser la nature au détriment de l'homme? C'est ça aussi que vous nous dites quand vous entendez ce que... Disons que moi je suis d'accord sur le fait effectivement qu'il ne faut pas créer de dualisme entre l'homme et la nature. Nous faisons partie de la nature. Simplement, je décèle une petite contradiction, c'est-à-dire que les mêmes qui nous disent qu'il ne faut pas créer de dualisme nature-culture, finalement, considèrent que l'anthropisation du monde serait nécessairement un mal et donc perpétue finalement le dualisme qu'ils disent combattre. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il faut permettre aux pays d'avoir une relation plus harmonieuse avec leur biodiversité, mais ça dépend aussi des considérations de développement. Vous parlez tout à l'heure des eaux usées. Aujourd'hui, on sait très bien que le traitement des eaux, c'est plutôt un problème dans les pays pauvres principalement. Et donc, ça montre aussi que les enjeux de développement économique ne sont pas tout à fait étrangers à la question de la protection. Vous avez raison, on n'a pas eu le temps de parler du Sud et du Nord, mais on y reviendra. On refera un débat, on n'a plus le temps. Merci à tous les trois d'avoir évoqué cette question autour de la COP15 sur la biodiversité. Comment faut-il protéger les espèces et les écosystèmes à tout prix et comment faire ?